On en parlait en première partie de ce journal. Emmanuel Macron assume totalement la loi immigration. Le président français fustige, je cite, les bonnes âmes. Avec nous pour en parler, Pascal Brice, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes président de la Fédération des acteurs de la solidarité, un poids lourd du secteur social, si l'on peut dire. 900 associations, dont Emmaüs, l'Armée du Salut ou encore la CIMAD, une association qui soutient des migrants. Avec nous également François-Xavier Bellamy, bonsoir. Soyez le bienvenu également sur TV5. Vous êtes député européen, membre du PPE, le Parti populaire européen, à droite sur l'échiquier politique, et vous faites partie en France des LR, les Républicains. Pascal Brice, vous vous êtes dit consterné par le vote de cette loi. Est-ce que la désolation, l'affliction est retombée après notamment les propos d'Emmanuel Macron? Non, ils sont toujours là, mais on est, ça y est, comme toujours dans l'action, aussi auprès des associations. Vous savez, le choc, il vient en fait de ce que on a besoin d'ordre. Dans cette société, en Europe, en France, nous sommes bien placés, nous sommes dans des quartiers, dans des lieux, on a besoin d'ordre. Mais cette loi, elle n'apporte aucun élément de maîtrise ni d'ordre en matière d'immigration, d'intégration. Mais du désordre, oui. Des entraves posées à l'accès au travail des personnes, à l'accès à la santé, à l'accès au logement. Et du désordre non seulement pour les personnes étrangères, mais aussi pour les entreprises qui ont besoin de les embaucher. Pour les associations qui sont travailleurs sociaux bénévoles auprès d'eux, auprès d'elles, pour les rues, dans les riverains, parce que ce sera plus des gens à la rue, donc voilà. Mais concrètement, quel point, on ne va pas tous les citer peut-être, mais... 2-3 points. Le premier, parce que c'est ça la réalité, c'est dans la vraie vie des gens que tout ça va avoir des conséquences. La première, c'est que en termes d'accès au travail, les régularisations, M. Bellamy, je pense, pourra le confirmer, puisque son parti avait mis une ligne rouge en la matière, eh bien, c'est un coup d'arrêt donné à des possibilités d'accès au travail pour des personnes qui ainsi peuvent sortir de la précarité, sortir de nos structures et satisfaire aux besoins de notre économie. Deuxième exemple, les aides au logement. On vous dit c'est terminé pour les personnes étrangères. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir travailler, vous intégrer si vous ne pouvez pas accéder au logement? On sait très bien que dans ce pays, quand vous avez un métier à peu près normal, vous ne pouvez pas vous payer un logement sans aide au logement. L'accès aux soins, c'est la même chose. Les dispositions qui vont conduire à ce que des gens qui sont dans l'hébergement d'urgence, c'est la responsabilité de l'État de les reconduire. Et moi, je peux vous dire que je fais partie de celles et ceux qui pensent qu'un des problèmes, c'est l'impuissance dans la reconduite des personnes. Mais ça, c'est la responsabilité de l'État. Tant qu'elles sont là, elles sont là. Les sortir pour les mettre à la rue, je ne vous fais pas un dessin pour ce que ça veut dire pour les personnes, pour les associations des travailleurs sociaux et pour le désordre dans nos rues. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes non seulement consternés, mais mobilisés, parce que là, il y a quelque chose on marche sur la tête. Et vous parlez d'actions constructives, on va voir après ce que ça peut donner. François-Xavier Bellamy, est-ce que vous comprenez l'onde de choc, l'indignation d'une partie, en tout cas, des acteurs en France? C'est un débat politique. C'est un débat politique. Je pense qu'on a une cause commune qui est effectivement de lutter contre la vie indigne qui est faite à des gens qui viennent aujourd'hui dans nos pays, et en particulier en France, en espérant trouver un Eldorado, une vie meilleure, et qui en réalité se retrouvent dans une impasse et dans une immense misère. La meilleure manière d'y répondre, à mon avis, c'est effectivement de mettre fin à ce qui constitue ces fausses promesses qui les font venir. Et vous dites effectivement plus de précarité. Moi, je crois que la précarité, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il suffirait qu'on aille à quelques centaines de mètres, à quelques kilomètres d'ici, mais vous le savez aussi bien que moi, pour qu'on trouve et qu'on touche du doigt la réalité de cette misère humaine. Le fait est qu'aujourd'hui, on fait des promesses qu'on ne tient pas. Et donc, il faut mettre fin à ces fausses promesses. Vous parlez des régularisations, mais effectivement, c'était le projet de la loi Darmanin initiale, dire qu'on crée un droit opposable à la régularisation pour toute personne qui rentre clandestinement en France et qui parvient à y travailler, eh bien c'est en réalité un mensonge. C'est un mensonge et un scandale, parce qu'on incite des gens à risquer leur vie pour rentrer illégalement sur le sol français, à risquer leur vie, et on sait aujourd'hui les drames qui endeuillent la mer Méditerranée, en leur disant, si vous arrivez à violer nos lois, si vous arrivez à violer nos frontières, eh bien vous serez récompensé et vous pourrez opposer à l'État un droit à la régularisation. Ça crée non seulement des drames humains, mais ça crée aussi des tensions immenses dans notre société aujourd'hui. Et on a le devoir de regarder ça en face. On a le devoir de regarder en face, en effet, les services de soins saturés, le devoir de regarder en face des services publics qui ne fonctionnent plus, le devoir de regarder en face la précarité immense dans laquelle tombe une partie de la société française. Parce que tout simplement, quand on a 500 000 personnes qui rentrent en France chaque année, on ne peut pas faire face. Prenons l'exemple des hôpitaux qui fonctionnent aux urgences. Beaucoup de Français le voient grâce à des médecins étrangers. Mais alors, ça, pour le coup, c'est vraiment une chose que je trouve absolument révoltante. C'est l'idée que notre économie, que nos services publics auraient besoin de personnes qui viennent de l'étranger pour fonctionner. Moi, je suis professeur de métier. Chaque année, 150 000 jeunes Français quittent le système scolaire sans diplôme, sans formation, sans stage. On les perd dans la nature. Il y a en France aujourd'hui 1,5 million de jeunes
qui sont complètement à l'écart de tous les systèmes d'insertion dans le travail. Si on a besoin de bras pour faire travailler notre économie, pour faire fonctionner nos services publics, si on a besoin de talents, mais alors formons nos jeunes. N'allons pas chercher en Afrique des médecins qui manquent à l'Afrique ensuite. N'allons pas chercher dans les pays en développement des talents qui manquent au développement de ces pays. Et pardon de le dire, mais c'est un vrai débat politique parce que vous vous exprimez au nom des associations qui travaillent sur le secteur de la solidarité. Moi, je respecte parfaitement. C'est un débat qui est difficile, qui est nécessaire, dans lequel les points de vue sont légitimes parce qu'il faut bien reconnaître la complexité de la question. Mais c'est un débat politique. Et vous parlez aussi avec un engagement politique. Vous êtes engagé à gauche, vous avez un engagement politique. Voilà, je crois qu'on est aujourd'hui avec un même but qui est celui de vaincre la précarité devant la réalité de visions politiques qui sont différentes. Ce que j'observe, c'est que les Français, eux, sont majoritairement satisfaits. Juste une chose quand même, ce sont aussi les déclarations de Marine Le Pen qui parle, Marine Le Pen à la tête du Rassemblement national, d'une victoire idéologique du RN et donc de son ancêtre, le Front national. C'est ça aussi qui jette le trouble. Que répondez-vous à cela? Vous croyez que c'est une victoire idéologique du Rassemblement national? Et non, mais moi, je ne me situe pas sur ce terrain-là, et pas même sur celui de la gauche, monsieur. Sur la question de la préférence nationale, c'est quand même important, parce que c'est ça aussi qui fait polémique. Là, vous posez la question du Front national, le député me renvoie à des engagements de gauche, et je suis un homme de gauche, mais vous savez que je suis d'une sévérité terrible à l'égard des hommes politiques de gauche dans la période, sur leur comportement dans cette affaire. Moi, je vous parle de ce qui est très politique. Pourquoi? Pardonnez-moi, pourquoi? Parce qu'ils ont refusé, sauf quelques exceptions, de peser en faisant des grands discours dogmatiques, de déni, on dit il n'y a pas de problème, et on refuse de discuter. Les conséquences, elles sont pour nous. Même si la responsabilité de tout ça, elle pèse d'abord sur ce gouvernement qui n'a pas voulu ouvrir la discussion. Donc, il n'y a pas de fatalité. Pourquoi est-ce qu'il y a une fatalité de la précarité des étrangers? Non. Pourquoi est-ce que, en soi, le fait que des étrangers soient là participe à la vitalité? Non. Tout ça s'organise et se maîtrise. Tout ça s'organise et se maîtrise. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun élément d'organisation et de maîtrise. Sauf un élément, mais qui est purement fictif, qui conduirait à dire qu'à continuer à pourrir un peu plus à chaque fois la vie des gens qui veulent venir, qui de toute façon viennent, ça n'a jamais dissuadé personne. Donc, que l'on organise l'accès au travail des étrangers. Vous savez, monsieur le député, vous le savez bien, parce que vous connaissez nos associations et vos convictions en font partie, je le sais. Vous avez dans les associations des gens que nous accompagnons, des Français et des Françaises, qui sont dans difficulté pour tout un tas de raisons dans l'accès au travail. Nous travaillons dans l'insertion par l'activité économique pour qu'elles accèdent au travail. Il y a là des étrangers. Eh bien, ce sont les uns et les autres que nous avons besoin d'accompagner vers l'emploi pour elles, pour la lutte contre la précarité et pour les entreprises. Donc, il n'y a pas de fatalité, tout ça s'organise. Quand le gouvernement initialement... Alors, le gouvernement qui a quand même une capacité, pour le coup, à dire tout et son contraire dans cette affaire assez remarquable, propose des régularisations dans les secteurs en tension. Et nous pensions que c'était une bonne initiative, même s'il fallait aller plus loin dans cette approche. C'est une approche de maîtrise. On est dans les secteurs en tension. Moi, je n'ai jamais défendu une régularisation générale. Je la trouve, à tout point de vue, contraire à tous les principes de transparence démocratique. On a un élément de maîtrise. Quand il s'agit de faire en sorte que les gens ne soient pas à la rue, mais pris en charge. Quand il s'agit de faire en sorte que les OQTF soient effectivement exécutés quand il s'agit de voyous, plutôt que d'en balancer sur des hommes et des femmes qui ne demandent qu'à travailler, dont nous avons besoin, tout ça s'organise, il n'y a pas de fatalité. Obligation de quitter le territoire français OQTF. Donc là, si vous voulez, moi, ce qui nous pose un immense problème, c'est qu'on tourne le dos à ce qui est de bon sens. Mais il y a des hommes et des femmes étrangères dans ce pays qui peuvent contribuer, qui contribuent. Tout cela est naturel, tout ça s'organise, se maîtrise. Tout ça suppose une intégration beaucoup plus volontariste, parce qu'il y a des questions qui sont posées sur l'intégration dans ce pays. Mais cette façon de considérer que, par principe, il faudrait mettre des barrières qui, d'abord, ne fonctionnent pas, parce qu'en soi, ce serait une difficulté, j'avoue que là, c'est une approche de nature, pour le coup, idéologique, qui, moi, me paraît très éloigné des réalités de la vie sociale et économique de ce pays. Et à vrai dire, c'est tout le problème de ce débat. On est sur des approches extraordinairement dogmatiques, extraordinairement idéologiques de tous bords, et dont les conséquences pèsent sur les hommes et sur les femmes, et notamment dans nos associations. Je repars du point de départ que je partage avec vous, la nécessité de retrouver la maîtrise, la nécessité de retrouver la capacité de décider et non pas de subir. Parce que c'est par là qu'on reconstruit aussi la possibilité même d'une confiance de nos concitoyens dans la vie civique, dans la vie politique. Mais le fait est que ce qui est dans le principe même de la régularisation, et notamment dans le principe de la régularisation dans les métiers en tension, c'est l'exact inverse de la maîtrise. C'est qu'on dit aux gens, en fait, vous êtes rentré illégalement en France, si vous avez réussi
encore une fois, à enfreindre nos lois. Si vous avez réussi à trouver un employeur qui vous recrute sans respecter la loi, alors bravo, on vous offre la possibilité d'être régularisé. Mais c'est le contraire. Moi, je n'ai aucun problème à ce que des gens qui viennent de l'étranger viennent en France pour étudier, viennent en France pour y séjourner. Et dans ce cas, on demande d'abord un titre de séjour, on se voit admettre ou non au séjour. Si on n'est pas admis, il n'y a aucune raison qu'on soit un jour régularisé. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est une situation que nous subissons complètement. Et moi, je ne raisonne pas par idéologie. Bien sûr, on a des convictions, c'est très important. On ne va pas faire de la politique uniquement avec l'idée qu'on remplace le gouvernement des hommes par l'administration des choses. On parle bien d'une vision politique, d'une vision de la cité. Mais cette vision, elle s'ancre aussi dans une expérience. J'ai été élu local, j'ai présidé une mission locale, j'ai été bénévole dans le monde associatif, moi aussi. J'ai vécu avec ma toute petite expérience cette situation terrible qui fait que des jeunes qui viennent de l'autre bout du monde avec la certitude qu'ils vont trouver un avenir radieux, parce que c'est ça que leur vendent les passeurs qui aujourd'hui font du trafic d'êtres humains, eh bien ils se retrouvent en réalité dans une impasse. Alors, ils auraient été certainement bien plus utiles au développement de leur pays que de se retrouver dans l'impasse. Rapide, parce que j'aimerais bien qu'on aille en Italie, vous allez voir, c'est très intéressant. En fait, moi je partage le point de vue de M. Bellamy. C'est-à-dire que je pense que reprendre la maîtrise, c'est faire en sorte que les gens qui viennent le viennent sur des bases claires et transparentes et stables. Et c'est notamment la raison pour laquelle je suis, moi, favorable dans le pacte européen à ces centres d'accueil fermés à l'arrivée, de manière à ce que nous puissions organiser l'arrivée des uns et des autres. Même des mineurs, mais je vous poserai la question tout à l'heure. Mais pour ça, il faut ouvrir les voies d'accès, parce que toute la problématique, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces voies sont fermées. Donc les gens n'ont pas d'autre solution que celle-là, les entreprises n'ont pas d'autre solution que celle-là. Et puis par ailleurs, il y a sur notre territoire des hommes et des femmes qui travaillent déjà et durent le travail, et qui donc doivent pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Il faut régler leur situation. Mais je partage totalement votre point de vue. Il faut cesser ces politiques qui installent en réalité du désordre et remettre de la maîtrise pour organiser la migration. On voit que c'est éminemment une question politique, vous dites, mais aussi économique. Je vous propose de partir en Italie, où vous le savez sans doute, Giorgia Meloni a été élue sur un programme anti-immigration. Et elle a dû se montrer finalement plus souple face aux besoins en main-d'œuvre de son pays. Il est question de faire entrer en Italie 452 000 travailleurs étrangers d'ici 2025, c'est-à-dire en l'espace de 2 ans. C'est la première fois que le pays rouvre ainsi ses frontières depuis 2011. Reportage signé Emmanuel Lagarde. Prendre le pouvoir en Italie, Giorgia Meloni avait misé beaucoup sur son discours anti-immigration. Il laisse entrer des milliers de migrants pour que les hommes aillent vendre de la drogue et que les femmes se prostituent. Eh bien moi, j'ai une autre idée de la solidarité. À chaque meeting, la chef de l'extrême droite italienne promettait de bloquer l'arrivée des migrants clandestins. 1 an plus tard, son gouvernement autorise les quotas d'immigration légale les plus importants depuis 12 ans. Dans l'agriculture, la restauration ou encore la pêche, 452 000 permis vont être accordés à des travailleurs étrangers entre 2023 et 2025. C'était une demande urgente des patrons italiens dans les secteurs en tension. Le pays vieillit, il ne trouve plus de main-d'œuvre. Dans la très touristique ville de Sienne, cette restauratrice qui a voté Meloni comprend ce changement de ton. Chez nous, il y a beaucoup de travailleurs étrangers. Je ne vois aucun problème pour les accueillir s'ils travaillent. Mais chez ces autres commerçants, partisans eux aussi de Meloni, la hausse des quotas d'immigration passe mal. Elle avait promis de réduire l'immigration. Visiblement, elle ne le fait pas. C'est un peu incohérent. En théorie, aucun de ces permis de travail n'est destiné aux migrants clandestins arrivés à Lampedusa. Ils sont réservés aux étrangers qui candidatent légalement pour venir travailler en Italie. Mais déjà, certains patrons cherchent à contourner la loi pour régulariser les clandestins qui travaillent pour eux depuis des mois. Voilà, France-Italie, vous l'aurez compris, chaque pays a sa propre législation en matière d'immigration, mais aussi il y a le droit communautaire. Je veux parler de l'Union européenne, messieurs. Accord, dit-on, historique signé il y a quelques jours. Nouvelle réforme sur les questions migratoires en Europe. En quoi est-il historique d'ailleurs, selon vous, est-ce le cas ? D'abord parce qu'on n'avait pas réussi à aboutir sur le sujet depuis des années. En 2016, un accord avait échoué sur cette question migratoire. Cette fois-ci, l'Union européenne se dote effectivement de règles communes et je crois qu'il y a quelques éléments qui sont très favorables. La première d'entre elles, c'est qu'on abandonne l'idée catastrophique de la relocalisation obligatoire des migrants arrivés illégalement en Europe
dans les pays européens. C'était jusque-là la doctrine de la Commission, c'était ce que poussait aussi Emmanuel Macron. Je crois que la clé, c'est de retrouver la maîtrise, en effet, non plus de faire en sorte de gérer notre impuissance à maîtriser nos frontières. Donc solidarité entre les pays membres de l'Union européenne. Mais une solidarité qui ne se fait plus par la relocalisation obligatoire. Et ça, processus accéléré aussi de prise en compte de la demande et d'expulsion aussi. Processus accéléré de prise en compte de la demande avec ces centres en effet qui vont accueillir les personnes qui arrivent illégalement sur le sol européen. Là on parle vraiment de l'immigration clandestine qui font que les personnes qui seront arrivées demain à Lampedusa, à Lesvos en grec, sur les frontières extérieures de l'Europe ne seront pas réputées être entrées juridiquement dans l'Union européenne. Donc elles resteront dans un point fixe où leur demande sera rapidement examinée et elles pourront plus facilement être reconduites. Mais si un pays comme l'Italie que vous avez cité dit attention nous on est en crise, là il y a solidarité donc il y a répartition des migrants. Non. Justement la solidarité peut vouloir dire certains pays peuvent vouloir accueillir des migrants une fois que la demande est acceptée. Mais la solidarité peut vouloir dire aussi le fait de contribuer budgétairement à soutenir le pays qui est en première ligne ou bien à soutenir logistiquement en envoyant des personnels, des forces de police, des forces de l'ordre ou bien des équipes humanitaires, du matériel humanitaire. Évidemment, on ne va pas tourner le dos à un pays qui est en train de vivre une situation de crise migratoire massive, mais l'aider, ça ne veut pas vouloir dire accueillir obligatoirement des migrants sur son propre sol. Il sera possible d'incarcérer dans ces centres de rétention des mineurs. Ça vous choque ? C'est-à-dire qu'il peut y avoir le bon et le mauvais usage de cet accord. Le bon usage, c'est par exemple les centres fermés d'accueil que moi j'ai non seulement défendu depuis toujours, mais même pratiqué lorsque j'étais directeur de Pourquoi vous les défendez ? Pour pas que les migrants se retrouvent livrés à eux-mêmes. Parce qu'il faut organiser et maîtriser dans l'intérêt même de ces personnes, de l'intérêt des sociétés européennes. Donc ça, je pense que ça peut être un bon élément. La question, c'est comment vous l'organisez. C'est-à-dire qu'il faut que là, vous ayez une capacité après d'accueil sur l'ensemble du territoire européen. Moi, je pense qu'il faut non seulement instruire la demande d'asile, mais aussi avoir des éléments organisés et maîtrisé d'accès à la migration de travail et à la protection environnementale qu'il faut pouvoir créer. Mais il y a le mauvais usage. Et je crains que dans l'ambiance générale, c'est l'externalisation. C'est de dire, non mais les demandeurs d'asile, ils vont aller au Rwanda ou je ne sais où. Et ça... C'est ce qui se dessine selon vous. 20 000 euros, si un pays refuse d'accueillir un migrant dont la demande a été acceptée, il peut payer une amende de 20 000 euros. Ce n'est pas du tout une amende. Ce n'est pas une amende. Ça, c'est le Rassemblement national qui veut imposer cette idée. C'est une manière de soutenir. Imaginons que demain l'Italie soit victime d'une crise migratoire massive. Il faut bien pouvoir lui apporter la solidarité des pays européens. Parce que de fait, les pays de première entrée, ils affrontent un défi qui concerne tout le continent. Donc c'est pas du tout une amende. Et la preuve de ça, c'est que vous pouvez soit aider financièrement, soit aider, encore une fois, d'une manière logistique, en envoyant des équipes. Donc, c'est pas du tout une question de... Et moi, je partage le point de vue du député, si ce n'est que, parce que je pense qu'effectivement, qu'il faut que chaque État européen contribue à sa manière, mais à accueillir, à reconduire celles et ceux qui ne correspondent pas à des critères que je souhaite voir élargis, mais principalement à accueillir, et accueillir dans de bonnes conditions. Et ça, mais le problème, c'est que je vois bien aujourd'hui l'ambiance générale, et pourtant, on voit en Italie, on est chez les fous, hein. C'est-à-dire que les gens racontent n'importe quoi et ensuite sont confrontés à la réalité économique et sociale. Donc, et c'est vrai, vous avez raison, monsieur le député, c'est une question de nature politique fondamentale. Merci, messieurs. La fraternité, la solidarité, ça s'organise. Merci, messieurs, d'avoir accepté de débattre ce soir sur TV5 Monde. François-Xavier Bellamy. Merci à vous. Tête de liste LR en France, oui, non ? On verra. Quand ? À la rentrée, peut-être, on verra. C'est quasiment officiel. Ça viendra. Merci beaucoup, François-Xavier Bellamy. Merci également à vous, Pascal Brice, d'être venu sur notre plateau.